Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. On fait des débats d'opinion, mais au final, qu'est-ce qui repose réellement sur des faits ? On croit, mais qui vérifie ? La science ne ressort pas du domaine de la foi. Pourtant, la plupart d'entre nous croient et ne vérifient pas. On adhère à un scénario, mais où est la réalité ? Alors on vous distrait et on vous fait regarder à gauche quand on vous attaque à droite. Faites un arrêt sur image, une pause dans votre bruit intérieur et pensez à Jean-Paul Sartre pendant la Seconde Guerre mondiale qui a osé prononcer ces mots. On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Parce qu'il y avait un ennemi, il fallait se positionner, quelle que soit sa position. On ne se positionne jamais pendant l'âge d'or de la démocratie, mais quand on la perd. Alors partagez cette vidéo si vous pensez que nous vivons une opportunité, celle de nous positionner enfin, celle d'affirmer qui nous sommes et non qui il souhaiterait que nous soyons. Bonjour les amis, bienvenue dans cette dernière capsule sur l'ingénierie sociale avec Philippe Bobola. Bonjour Philippe, Bonjour Emma, bonjour à nos auditeurs. comment ça va aujourd'hui ? Bah On tient le coup ? ça va comme on peut aller en Macronie. Je rappelle à tout le monde que Philippe habite en France et que c'est pas effectivement une grosse partie de plaisir depuis 1 an et demi, comme tous les pays qui nous regardent d'ailleurs. J'en profite pour saluer nos amis québécois. Alors eux, ils se Oui. sont pris, mais alors des mesures dingues, hein. D'ailleurs, souvent on entend des Québécois dire, «Chez nous, c'est le laboratoire de ce qu'on peut faire au niveau de la psychiatrie» et des expériences sur les réactions des gens et ça matche complètement avec le thème de notre émission. Alors, je rassure tout de suite les personnes qui, versent déjà la larmichette parce que c'est la dernière capsule, on arrive au chapitre 10. C'est vrai que, Philippe me rappelait avant qu'on enregistre qu'on a déjà fait 10 heures de vidéos ensemble, puisqu'on en a fait 9 concernant les 9 points sur la fabrique du consentement et l'ingénierie sociale et une spéciale sur la vallée des larmes et on arrive à notre 11e, dis donc, on est des machines à produire aussi, hein, Philippe, hein? Ah oui, oui, c'est une véritable machine de guerre que tu as mis en place, Emma. Et ça tombe bien parce que justement, vous n'avez pas besoin d'être tristes les amis, ça continue. Philippe, m'a confirmé, je suis vraiment merci Philippe en tout cas pour cette grande générosité et ce partage parce que, les vraiment la communauté n'a fait que grandir depuis qu'on a commencé et puis je peux déjà vous dire les amis que la suite du menu va être croustillante puisque Philippe nous parlera quand on aura fini cette 10e capsule, dans les prochaines, de la révolution 4.0. On parlera aussi du transhumanisme, puisque alors là aussi, c'est vrai que on en entend parler depuis 2020, mais bon, c'est pas un phénomène qui arrive du jour au lendemain. Et puis évidemment aussi de solutions et comment se préparer et comment agir aussi au niveau spirituel parce que, peut-être tout le monde ne le sait pas Philippe, mais vous faites beaucoup de choses. On va parler aussi de l'expérience d'Ibiza en fin de capsule. Cette dernière partie sera, pour parler de vos propositions de solutions.
parce que le but, c'est pas d'être là assis sur le canapé, ou de mal digérer si vous nous regardez quand vous mangez. Mais effectivement, on a toujours le sourire et on a effectivement des propositions. Alors, dernier point sur ces 10 étapes, de l'ingénierie sociale. Connaître le cerveau des citoyens mieux qu'eux-mêmes le connaissent. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça, Philippe? Oui, l'ingénierie sociale, Kevin Mitnick a dit c'est l'art de la supercherie, et pour qu'il y ait supercherie, il faut arriver comme un cœur. On peut dire que l'ingénierie sociale, c'est une forme de hacking des cerveaux des citoyens. C'est arriver à les amener à adhérer à une opinion qu'on leur a glissée sans qu'ils s'en rendent compte. Et à ce moment-là, le tour est joué. Alors, on va peut-être revenir sur les points clés qu'on avait vus. Déjà, le cerveau humain, c'est quelque chose d'extrêmement flexible. Donc, on peut dire que le cerveau humain est constitutionnellement, on va dire, dépendant de la société. On dépend de nos parents déjà, on dépend d'une mère, on dépend d'une famille qui nous assure notre pitance, notre logement, notre éducation. Et puis, on est également programmé puisque le cerveau humain d'un petit homme, quand il arrive au monde, il a 23% de la taille qu'il aura adulte. Alors que si on regarde les animaux, par exemple, un chimpanzé, c'est 65% quand il arrive au monde de sa taille adulte. Le macaque, c'est 40%. Donc, certains biologistes ont même parlé de néothénie, comme si l'homme arrivait prématuré. Alors, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Pourquoi 9 mois? On en parlait parce que si on allait au-delà des 9 mois, il y aurait une rigidification des os du crâne et l'enfant ne pourrait pas sortir par les voies naturelles féminines. Donc, c'est pour ça qu'on arrive un peu prématuré. Mais le prix à payer, c'est qu'on est entièrement dépendant et programmé. Donc, si on arrive dès l'enfance à programmer les cerveaux, le tour est joué. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, Woodrow Wilson disait que finalement, il y a deux types d'individus. Ceux qui reçoivent une éducation libérale, ce sont les entrepreneurs, ce qu'on a l'habitude d'appeler les forces vives de la nation, voire l'élite, et puis ceux qui n'auront pas la chance de recevoir une éducation libérale. Quant à Godard, un écrivain qui avait écrit un essai qui s'appelle « Efficience humaine et intelligence », il considérait que le but de l'éducation, c'est de préparer la ruche. Et on retrouve cette notion chez les théoriciens du nazi, Vacher de la Pouge et le comte Gobineau. Le modèle idéal, c'est la société des insectes sociaux, la ruche d'abeilles ou la termitière ou la fourmilière. Et donc, il faut vraiment avoir des gens qui soient programmés. Ce qu'on voit, il faut une petite poignée d'individus qui soient au sommet d'une pyramide. Donc, évidemment, le pouvoir idéal chez les insectes sociaux, c'est un pouvoir pyramidal. Et si vous regardez le dollar américain, tout est dit, la pyramide est détachée. Vous voyez, il y a une sorte de fracture. Elle est au-dessus. Évidemment, l'élite est au-dessus de la masse. Et donc, Lippmann et Dewey, qui étaient des théoriciens de l'ingénierie sociale, disaient que finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de gens, mais par contre, il faut leur donner une éducation particulière. Il faut les rendre non empathiques, il faut qu'ils considèrent les citoyens comme des objets, comme des insectes. Et puis à partir de là, la société peut fonctionner à condition que les individus aient été formatés et programmés. Et donc, on peut parler d'éducastration plutôt que d'éducation, puisque le but, c'est vraiment d'amener les gens à diminuer leur potentialité. D'ailleurs, James Brian-Conan, qui a été recteur de l'université d'Harvard de 1933 à 1953, c'est quand même 20 ans, disait que le but d'une éducation rigide et non flexible a pour but de faire des individus qui ont perdu leur potentialité de créativité. Et c'est qu'on voit. On voit bien que les jeunes générations ne sont plus du tout intéressées par l'éducation qu'on leur donne. Et puis surtout, il faut séparer les individus les uns des autres au niveau de leur compréhension de la société. Donc, on va spécialiser les individus. Finalement, tout le fil conducteur de ce qu'on appelle le gouvernement profond
ou l'ingénierie sociale, c'est vraiment la séparation. Si vous regardez par exemple Big Pharma, avec la vision Rockefeller, c'est Abraham Flexner qui en 1910 a imposé aux universités américaines une façon de concevoir le corps où les organes sont séparés les uns des autres, les organes sont territorialisés et à partir de là, on a des spécialistes de chaque organe. Mais aucun spécialiste n'est capable d'avoir pleinement une vision d'ensemble. Évidemment, chacun se réfugie dans sa spécialité. Et je l'avais déjà cité, mais l'écrivain irlandais George Bernard Shaw disait « À force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout ». Et donc, on n'a pas la vision globale que peut avoir un membre d'une société traditionnelle où il comprend tous les rouages de sa société. Nous, si on est ingénieur en électronique, on ne comprendra pas la psychologie ou l'économie ou la médecine, etc. Donc, on est rendu dépendant d'experts et on voit bien vers quoi ce système d'experts nous a amenés. Philippe, Les maîtres... je vous entends parler et je voulais vous dire que j'ai pensé à vous, j'ai partagé un post sur Twitter l'autre jour et c'est l'incarnation, et je l'ai dit dans mon tweet, regardez le travail que nous faisons avec Philippe Bobolin parce que c'est exactement ce que vous nous racontez depuis ces 10 capsules maintenant sur la fabrique du consentement, l'ingénierie sociale. Ça s'est vérifié en micro-trottoir et je salue le travail de TV Liberté qui a donc été sur le terrain. Ils ont filmé, Philippe, une queue de personnes qui attendaient le moment pour aller se faire cette injection, ce vaccin. Et ils ont demandé aux personnes qui attendaient, mais alors, est-ce que vous vous êtes rassurés? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur avec tout ce qu'on peut entendre? Enfin, c'est quand même quelque chose de nouveau. Philippe, on est en plein dans ce que vous nous racontez depuis 10 capsules, c'est-à-dire, et surtout ce que vous nous dites encore là et que vous nous rappelez, des gens qui répondent « Ah mais moi, je ne suis pas médecin, j'en sais rien ». Alors ça, c'était flagrant et vraiment allez voir cette vidéo que j'ai mise sur Twitter ou sur les micro-trottoirs de TV Liberté. Et l'autre style de personne qui disait « Ah bah, je ne sais pas, on verra bien ». Je ne sais pas, on parle de cerveau là, Philippe, par quel miracle on peut se dire quand on est adulte, encore on peut se dire un enfant de 5 ans, bon, il vit l'instant présent, mais comment un adulte peut arriver là? On va lui injecter un produit et la femme dit, c'est une jeune femme qui doit avoir la quarantaine, « Ah ben je ne sais pas, on verra bien ». Et elle en rigole. Est-ce que ce n'est pas justement un résumé de tout ce dont vous nous parlez quand je vous raconte ces réactions-là de personnes-là? Bah, bien sûr, c'est déjà, il faut savoir, je rends hommage à une amie qui nous a quittés, Sylvie Simon, qui avait beaucoup travaillé sur la vaccination. On est arrivé à la conclusion que la vaccination fait partie de la médecine républicaine. C'est intimement lié à l'histoire de la République. D'ailleurs, Christophe Barbier a dit, parmi les raisons qu'il évoquait, c'était assez amusant, il disait il faut se faire vacciner parce qu'on est dans le pays de Pasteur, il faut se faire vacciner parce que c'est montrer un courage en tant que Gaulois réfractaire, il faut y aller, quoi. Et puis, il faut se faire vacciner pour protéger les autres. Mais on a mis vraiment en avant. Et donc, il y a plusieurs philosophes qui se sont penchés sur la vaccination. Ils sont arrivés à la conclusion qu'on est dans une approche presque religieuse. Vous voyez, on ne cherche pas à comprendre, on y croit, on n'y croit pas. Donc, on confie son destin à une autorité, et c'est l'autorité scientifique. Et donc, on cherche le salut par la vaccination. Vous voyez, et c'est ça qui est quand même assez hallucinant, c'est qu'on voit que l'homme, avant d'être un être rationnel, c'est un être rationalisant. C'est-à-dire qu'il accepte la vaccination parce qu'il est encore soumis à une autorité, à la recherche fondamentale, à l'Institut Pasteur, à la recherche médicale, etc. Et beaucoup de lanceurs d'alerte, malgré tous les éléments très fouillés qu'ils ont pu donner, sont arrivés à un moment donné à une forme de découragement parce qu'ils avaient l'impression que les esprits étaient complètement réfractaires puisqu'on est dans le domaine de la mystique. On n'est plus du tout dans un rapport de rationalité à rationalité. Bien entendu, il y a plein d'arguments, déjà, il n'y a aucun avantage à se faire vacciner puisqu'on est toujours contaminant, on peut encore être contaminé, on doit continuer les gestes de distanciation sociale, on doit porter le masque, en plus ça a une durée de vie, alors on ne sait pas si c'est 3 ou 4 mois, au moins en tous les cas, il faudra plusieurs vaccins en une année, peut-être comme les saisons, juillet, vous voyez, on aura des vaccins d'hiver, d'automne, de printemps et d'été. Donc,
les gens confient leur corps, ce qui est quand même incroyable, comme on confierait son âme à la vaccination. Et c'est là où on s'aperçoit que parmi l'ingénierie sociale, ils ont développé une forme de religion universelle qui est la religion de la science. Il y a encore beaucoup de gens qui sont liés à cette religion, on va dire, de la quantification, de la calculabilité, du savoir médical, du savoir des sachants avec les blouses blanches, alors que des tas de décodeurs ont fait des analyses mieux que les professeurs de médecine. Hein. C'est quand même incroyable. On a vu, on citera aucun nom, mais des gens qui sont venus raconter des histoires que des décodeurs ne font pas. Donc c'est parce que les décodeurs sont sortis de ce rapport. Vous voyez, moi, mes parents avaient une vénération pour les médecins. Et donc les anciennes générations étaient dans la vénération du médecin qui était un humaniste, un sachant, un savant. Ce qu'il faut dire, les gens peut-être ne le savent pas, mais quand vous avez simplement un doctorat de médecine, hein, vous ne pouvez pas vous présenter à l'université pour le concours de maître de conférence parce que quand vous êtes engagé à l'université, vous êtes enseignant, chercheur. Or, un médecin, il a un doctorat d'entrée en fonction, comme peut l'avoir un pharmacien, comme peut l'avoir un vétérinaire. Par contre, il peut reprendre des études et avoir un autre doctorat, et là, il pourra se présenter au concours de maître de conférence. Donc, on pourrait dire, sans être désagréable, mais qu'un médecin, c'est comme un journaliste scientifique qui a reçu une connaissance des sciences du vivant, mais il les a jamais confrontées à la recherche. Faire de la recherche, ça s'apprend. Si vous êtes théoricien, ben, il faudra 3 ou 4 ans, c'est le temps d'une thèse. Si vous êtes expérimentateur, il faudra apprendre à manipuler, à réfléchir, à organiser ses idées. Il y a une espèce de confusion entre le médecin qui, pour la plupart, est un savant et le chercheur. On voit bien, par exemple, entre Didier Raoult, qui est à la fois un médecin et un chercheur, et un simple médecin généraliste, il y a un fossé énorme. Vous voyez ? Et on est encore dans la vision d'un médecin qui pourrait donner des réponses fiables. Ben non, il est comme les autres, il n'a pas fait de recherche. Et donc, on est devant quelque chose qui est extrêmement troublant pour beaucoup de gens parce qu'ils ont l'impression de plus pouvoir confier leur vie. Donc, il y a même une personne âgée, elle me dit, mais alors si on ne peut plus faire confiance aux médecins, à qui se confier ? Oui, il y a une espèce d'angoisse. Donc, on préfère, pour être rassuré, croire encore à la médecine parce que c'est moins effrayant que de considérer que la médecine n'est plus vraiment en mesure de nous donner des réponses fiables. Oui, et finalement, la blouse blanche a remplacé l'habit du curé ou de Exactement. que sais-je. Je voulais vous demander, Philippe, justement parce qu'on parle, aujourd'hui du fonctionnement du cerveau, est-ce que, vous pourriez nous expliquer comment ça se fait que des jeunes, beaucoup de jeunes, disent maintenant: «Ah oui, bah, je vais me faire vacciner, comme ça je peux partir en vacances tranquille», alors que déjà personne n'a dit que ce serait obligatoire. Est-ce que le cerveau est fait pour le plaisir immédiat ou est-ce que le cerveau, est capable, tel qu'il est conçu, de projeter les gens dans du long terme? Quel est le rapport du cerveau avec le court ou le long terme et le plaisir? Bah, le cerveau cherche la recherche de plaisir immédiate. Donc, il y a une expérience de Hall et Milners de 1952. On met une électrode dans une région du cerveau qu'on appelle nigrostrié et la souris ou l'animal de laboratoire peut s'auto-stimuler. Et on s'aperçoit que l'animal va s'auto-stimuler 100 fois par minute. Il oublie de manger et de boire et il va même mourir de plaisir, on peut dire, comme la chanson. Donc, dans ce qu'on avait vu, Serge Tchakolkin disait qu'il y a des pulsions primaires qui sont la satisfaction matérielle immédiate, le besoin de sécurité, l'attirance sexuelle au sens large et l'agressivité. Donc, les gens ont besoin de satisfaction immédiate. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est prévu dans le plan d'ingénierie sociale. Moi, je les appelle les gens les comme-avantistes. Ils veulent revenir comme avant. Alors, il y a 2 types de comme-avantistes. Il y a les comme-avantistes voyagistes. Ils veulent continuer à voyager. Et il y a les comme-avantistes économiques. Ils veulent que le monde revienne comme il était avant. Sauf que je pense pas que les jeunes générations vont pouvoir voyager autant qu'ils le pensent parce que le prix des billets d'avion va augmenter vu l'état des compagnies aériennes et les comme-avantistes voyagistes se feront pas vacciner pour la bonne raison. En tous les cas, Mais voyager. j'aimerais avoir votre avis sur cette hypothèse-là. Comment vous expliquez le fait qu'un jeune qui va maintenant se faire injecter un produit
qui n'a pas fini sa phase de test, hein, pas avant dans 2 ans et demi. Comment un jeune peut se dire: «Je fais ça pour aller voyager» et comment ça se fait qu'il n'envisage même pas l'hypothèse qu'il ait des effets secondaires suffisamment grands qui font qu'il ne pourrait pas voyager justement? Parce qu'on a tous vu quand Ah même oui, des cas de thrombose et cetera. Comment ça se fait que le cerveau n'envisage pas, alors que le cerveau, souvent, il envisage, les scénarios catastrophes, ouais. hein. Quand on reçoit un coup de fil à minuit, on se dit rarement: «Ah super, c'est une bonne nouvelle», on a souvent peur. Mais comment ça se fait que là, on assiste à des vraiment une catégorie de jeunes qui ne sont pas à risque de développer des formes graves, mais qui vont se faire vacciner en se disant: «Bon, moi, je peux voyager», sans imaginer 2 secondes qu'il pourrait y avoir un problème suffisamment grand qui ferait que leur voyage tombe à l'eau? Bah, je pense que le rapport d'un jeune à la morbidité, à la souffrance corporelle, voire à la mort, est pas du tout le même qu'un adulte. Vous voyez, c'est pour ça que toutes les campagnes qui consistaient à dire fumer tue n'ont jamais vraiment détourné les gens de la tabagie, parce que quand on a 20 ans, la mort est abstraite, c'est loin. Pierre Auger disait l'hémisphère gauche envisage la mort, le paléoencéphale n'y croit pas. Quant à l'hémisphère droit, c'est même pas dans son champ de conscience. Donc, il y a un rapport au temps qui est complètement différent parce qu'on pense qu'on est en super santé et on n'envisage pas. Ça aussi, c'est un rapport. Le médicament ou la vaccination est là pour nous soigner. Il n'est pas là pour nous dégrader. Vous voyez? Et beaucoup de jeunes pensent, oui, mais quand on est vieux, mais quand on est jeune, on est en pleine santé, on va échapper à ça. Et en fin de compte, il y a sur la balance le plaisir de pouvoir continuer à voyager et l'éventuel action que la vaccination peut faire sur notre corps au point de nous amener à pas pouvoir voyager par invalidité. Et ça, un cerveau ne l'envisage pas quand il est relativement jeune. Parce qu'il y a tout ce formatage qui s'est passé. On avait eu aussi une chose incroyable. Avec Sylvie Simon, on avait interrogé des jeunes qui venaient d'écoles de commerce. On leur disait sur le garde d'asile, mais bon, il y a des études qui montrent que ça ne marche pas. Est-ce que si le vaccin ne marche pas, vous vous faites vacciner ou pas? Ils nous disaient oui. Et on leur disait, mais pourquoi? Parce que on préfère avoir quelque chose que rien. Et donc, ça cache une espèce de peur d'être nu. Et on est arrivé à un point où on nous fait croire que notre vaccin, notre corps, qui a ses défenses naturelles, ce qui était le cas de chaque année pour la grippe saisonnière, il a besoin d'une béquille, il a besoin d'être aidé. On n'est plus en mesure de lutter seul. Il faut que la médication vienne s'ajouter à notre immunité naturelle parce que celle-ci serait plus en mesure de pouvoir neutraliser. C'est ça qui est en cours. Puis il y a aussi la peur de ne pas être dans la légalité. Vous voyez, être non vacciné, bah, c'est être un petit peu en marge. Et donc, c'est sortir du groupe social. Vous savez qu'il y a une nécessité dans la pyramide de Maslow, des besoins de Maslow, il y a l'appartenance au groupe. Donc, ça serait une difficulté pour des jeunes de ne pas être dans le groupe. Et puis, il y a un phénomène d'imitation. Mais c'est bien vu, hein, parce que tout ce qui a été piercing, etc., a énormément programmé l'arrivée du transhumanisme, des implants, voilà, vraiment des intrusions de corps étrangers dans notre corps et pourquoi pas des produits étrangers. Oui, alors effectivement, ça fait appel, au phénomène du temps parce qu'on remarque quand même que les gens, on va dire la population, n'a pas le même rapport au temps que ceux qui prennent les décisions, qui eux ont le temps et envisagent des choses sur des plusieurs générations éventuellement, Oui, oui, tout à fait. plusieurs, centaines d'années et c'est vrai qu'on sent qu'il y a un grand fossé et souvent, on a des personnes qui nous disent: «Waouh, on a découvert ce qu'étaient, les besoins fondamentaux avec les vidéos avec Philippe Bobola». Alors, comme ce 10e point, connaître le cerveau des citoyens, mieux qu'eux-mêmes, hem, est-ce que justement on n'a pas intérêt à cacher ces choses-là? C'est la pyramide, les besoins de Maslow, est-ce qu'on les apprend à l'école? En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de ça à l'école. Est-ce que c'est volontaire aussi de de d'appauvrir, les connaissances sur soi-même à l'école? Je pense que c'est volontaire. On enseigne des choses qui ne permettent pas le réveil, en tous les cas, de démasquer les manipulations de la société. C'est normal. C'est comme un manipulateur qui ne voudrait pas être démasqué.
Alors, normalement, quelle que soit la profession qu'on exerce, on devrait avoir des cours sur le cerveau, puisque finalement, comme disait Paul Valéry, mettre cerveau sur son homme perché, tenait dans ses plis son mystère. Effectivement, on a un cerveau qui, pour la plupart des gens, est un inconnu. Même le corps est un inconnu. C'est incroyable. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est de voir des gens qui peuvent se passionner pour le cosmos, les étoiles, les trous noirs, mais pas vraiment pour leur corps. Ils habitent une incroyable complexité, mais sans avoir le désir de vraiment comprendre cette complexité. C'est ça, et on les a un peu découragés, on leur a fait croire que c'était très compliqué, que c'était une histoire de spécialité, que si on n'avait pas fait cette spécialité, on ne pourrait pas comprendre. Vous voyez bien, tout le monde a pu comprendre. Et ce qu'on voit bien aussi, c'est, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, il me semble, que le formatage a fait que beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de faire de l'anticipation, de la projection. Et ça ne porte pas une éco-conscience, c'est-à-dire une conscience écologique. Avec un ami, on écrit un article sur l'éco-conscience ou la conscience globale, et on peut tout à fait avoir une autre forme de journalisme, vous voyez, où on prend un fait, mais au lieu de se contenter de décrire le fait de façon factuelle, on le projette dans le temps avec des hypothèses, comme on avait déjà fait, vous voyez, par exemple, passeport sanitaire, ça veut dire discrimination, apartheid. Donc, si on veut discriminer les gens, bah, il faut que les journalistes déshumanisent ceux qui pourraient s'opposer au passeport sanitaire. Il y a une discrimination et puis il y a une psychiatrisation qui est plus ou moins importante suivant les pays. Avant l'émission, on parlait du Canada, mais les complotistes qu'on devrait appeler des questionnistes, hein. Et les autres sont des suivistes, hein. Les questionnistes sont psychiatrisés. C'est presque dans le manuel de psychiatrie une espèce de tare intellectuelle de se poser des questions, quoi. Et en fin de compte, le rêve, c'est d'avoir comme la ruche d'abeilles. L'abeille émet des phéromones pour communiquer et la reine émet des phéromones qui vont faire que les ouvrières ne pourront pas se reproduire. Tout se fait par des messages chimiques, et une fois qu'une molécule s'est fixée sur un récepteur, telle une clé sur une serrure, et ben, il n'y a rien, on agit, action-réaction. Alors, effectivement, on a beaucoup popularisé, à juste titre, l'instant présent, mais il faut ajouter à l'instant présent l'anticipation. Sinon, effectivement, vous voyez, on est devant des gens qui naviguent à vue, c'est exactement ce qu'on subit. On est au présent, un présent éternellement présent. Et puis, vous avez des gens qui vous programment pour un siècle, comme Klaus Schwab, à 85 ans, qui vous dit, voilà ce qui est bien pour les jeunes générations, etc. Donc, eux, ils ont développé une culture de l'anticipation, et nous, du fait de l'accélération de la société impulsée par l'ingénierie sociale, on est obligé de subir, et on n'a jamais l'habitude d'anticiper. Vous voyez, et c'est bien fait parce que, par exemple, si vous regardez la notion même de frontière, d'identité, c'est miné. En France, dès que vous parlez d'identité culturelle, de frontières, vous êtes un horrible représentant de l'extrême droite, vous êtes du Front National, etc. Quand vous réfléchissez, la frontière est naturelle. Si une cellule n'avait pas une membrane pour séparer l'intérieur de l'extérieur, bah, elle ne pourrait pas vivre. De même si on n'avait pas le soi et le non-soi en termes de défense militaire, on ne pourrait pas vivre. Donc la frontière, c'est pas quelque chose qui rend un pays complètement isolé, comme on veut nous faire croire, mais c'est quelque chose qui permet à un pays de relationner avec sa souveraineté. Si on n'avait pas de peau, bah, on ne pourrait pas non plus vivre. La peau est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur. Et tout ça est préparé depuis des années. Vous voyez, on fait monter l'idée que défendre la nation, c'est une idée d'extrême droite, et à partir de là, on formate les idées, et le concept est miné. Alors que le concept, il pourrait être complètement dépolitisé. Et Oui, c'est ça. parce que finalement, ce qu'on nous propose, le globalisme, en disant c'est la loi de l'histoire, c'est une vieille idée qu'avait Victor Hugo. Il appelait ça les États-Unis d'Europe, ce à quoi le sage indien et yogi Aurobindo lui avait répondu dans un ouvrage, L'idéal de la société humaine, c'est que cet espace doit permettre à chaque pays de garder sa souveraineté. On interagit en bonne entente avec une souveraineté gardée pour chaque pays, comme nos cellules qui forment des territoires et qui coordonnent et qui coopèrent. Il y a un phénomène de coopérativité, et une cellule cardiaque va coopérer avec une cellule intestinale.
Mais en aucun cas, la cellule intestinale imite la cellule cardiaque et vice-versa. Vous voyez, et donc, il y a une notion de territorialisation qui est nécessaire, mais qui doit déboucher sur une interaction. Et donc, c'est même contraire, vous voyez, quand on passe de la notion de nation à la notion d'État global, qui n'est plus un État global, hein, c'est du globalisme, l'État disparaît. C'est ce qu'on appelle l'évolution rétrograde. Quand on regarde l'évolution, on a d'abord des êtres unicellulaires, puis après des êtres pluricellulaires qui vont s'organiser pour donner les espèces. Mais là, on a l'impression qu'on revient en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? On revient à des notions de revenir à une espèce de nation globale. En plus, c'est éculé. Et puis, comme disait Paul Valéry, le temps du monde fini. Donc là, on aura un seul pays. Donc tous les présidents n'auront plus de prérogatives. Et ce que je pense les auditeurs commencent à comprendre, c'est que beaucoup de présidents ont signé pour la disparition de l'État-nation. Donc, ils jouent un double jeu, c'est-à-dire ils font semblant de protéger la nation, alors qu'en fin de compte, ils font tout pour l'écrouler. Et on comprend qu'il fallait un bon prétexte pour écrouler l'économie et basculer sur le grand reset qu'on verra dans une émission avec beaucoup de détails. Et pour ça, il fallait une paralysie de l'économie. Vous nous parlez de politisation et c'est ce dont vous nous parlez aussi dans votre célèbre conférence du 15 octobre 2020. Les amis, si vous ne l'avez pas vue, regardez, elle est dans le lien de cette vidéo. Faire des débats d'opinion. Alors, je voulais vous demander quelques exemples parce que c'est vrai que il y a des personnes qui n'ont pas encore tout à fait bien saisi en fait l'importance en ingénierie sociale de faire des débats d'opinion. Je donne juste un petit exemple parce que je cherchais des exemples l'autre jour et puis m'est venue aussi justement en tête cette histoire de passe sanitaire parce que pour caricaturer, sur les plateaux télévisés, on est en train maintenant de faire des débats pour savoir s'il doit être rose ou bleu. Hein? C'est une façon d'imager. Mais en fait, il existe déjà un passeport sanitaire délivré par l'OMS qui est jaune, depuis longtemps d'ailleurs. Un passeport, si vous allez par exemple, c'est un petit carnet jaune. Et si vous alliez dans certains pays, vous aviez vos tampons pour certains vaccins, fièvre, ou je sais plus, fièvre jaune, enfin je sais plus exactement. Et je me suis dit: «Tiens, c'est génial» parce que l'avantage du débat d'opinion sur les plateaux télévisés et surtout en politique, ça permet d'enterrer une hypothèse comme si elle était validée. C'est-à-dire C'est ça. qu'on débat pas sur le fait que est-ce qu'elle est utile ou pas, c'est quelles vont être les modalités. Comment vous pourriez expliquer ça aux personnes qui nous écoutent maintenant? C'est la puissance et la nécessité pour manipuler les gens de faire des débats d'opinion. Ça nous amène à la sphère de Alain. C'est un sociologue qui a réfléchi sur la sphère médiatique et il dit qu'il y a 3 sphères en permanence. Il y a la sphère consensuelle, il y a la sphère de polémique naturelle et puis il y a la déviance. Et les frontières sont floues. Alors, quand on est dans la sphère du consensus, on fait croire aux gens que ça y est, le passeport, c'est une histoire de réflexion s'il sera jaune, bleu, rose ou vert. Mais on n'est pas sur le débat. Pourquoi le passeport sanitaire? Donc, l'opinion, chacun exprime son ressenti, mais on n'a pas d'argument rationnel, logique, basé sur la science. Et on est en train de gommer la science qui, pendant des siècles, a essayé de développer des méthodes. Je rappelle à nos auditeurs que la science est née dans les cités grecques parce que, au nom de la démocratie, tout le monde devait s'exprimer et devait pouvoir s'exprimer, mais il fallait bien à un moment donné trancher quand on devait prendre une décision pour la cité. Et donc, on tranchait avec la logique, les faits, ce qu'on appelle la rationalité. Un débat d'opinion, vous n'avez pas de faits, c'est simplement on échange des ressentis. Souvent d'ailleurs, je suis pour ou je suis contre. Vous voyez, c'est comme l'homéopathie, c'est du même acabit. On est dans un domaine qui nécessiterait autre chose que je crois à l'homéopathie ou je n'y crois pas. C'est quels sont tes arguments qui t'amènent à considérer que l'homéopathie est une supercherie ou quels sont tes arguments qui t'amènent à penser que l'homéopathie est fondée? Quels sont tes arguments qui amènent une réflexion sur la nécessité d'un pass sanitaire et en même temps les conséquences de ce passeport sanitaire, parce qu'on voit bien, par exemple, ça va encore plus détruire l'économie, parce que déjà, vous allez avoir un apartheid avec 2 types de citoyens.
Et on retrouve dans toutes les dictatures la discrimination, soit politique, soit sexuelle, les homosexuels, soit religieuse, qui sont propres aux dictatures. Donc, il y aura les vaccinés et les non-vaccinés. Quand vous avez un apartheid, comme en Afrique du Sud, la couleur de la peau, vous n'avez pas les mêmes droits. Et donc, à partir de là, progressivement, on voit bien que le problème, c'est est-ce que c'est nécessaire d'avoir un passeport sanitaire? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur le pays? Bien sûr que oui. Est-ce que ça nous amène à petits pas vers la vaccination obligatoire ou carrément la discrimination des gens non vaccinés avec une restriction de leur liberté? Oui. Et donc, qu'est-ce qui justifie le passeport sanitaire? Puisque quand on regarde les bons épidémiologistes, ils vous disent qu'on est en phase de décroissance de la pandémie et que la plupart des gens vont devoir faire un test RT-PCR qui n'est pas fiable sur des gens asymptomatiques, oui, ça n'a plus de sens. Et donc, vous avez tout à fait raison, Emma. Finalement, ça permet d'aborder le problème comme si c'était consensuel. Alors, tous les médias, selon les sphères d'Alain, ont toujours une espèce de débat, de polémique naturelle, mais qui est une polémique d'opinion, pas une confrontation rationnelle. Et puis, il y a une déviance quand les gens sont très, très éloignés du consensus. C'est ce qui se passe. Vous avez le consensus des suivistes, au sens où on l'a défini, c'est-à-dire des gens qui suivent aveuglément le gouvernement, et vous avez la déviance des questionnistes. Et on joue habilement sur les différentes sphères. Donc, ça fait longtemps que on a glissé vers un débat d'opinion. Le problème, on n'a jamais remis en cause les bien-fondés de la vaccination. On n'a jamais remis en cause pourquoi on avait interdit tout traitement. Mais si vous élargissez, pour avoir ce qui s'est passé pour les vaccins, il fallait une autorisation transitoire de mise sur le marché qui permettait d'accélérer le processus pour aboutir à un vaccin. C'est entre 5 et 10 ans parce qu'on doit faire une recherche fondamentale, on doit expérimenter sur les animaux, on doit expérimenter chez les êtres humains, mais pas simplement j'ai été vacciné, je n'ai pas de réaction, une petite réaction, c'est voir sur 5 voire 7 ans s'il y a des effets secondaires. Oui, et donc ça prenait entre 5 et 10 ans. Tout ça est gommé parce qu'on n'a pas de traitement, mais il n'y a pas de traitement faute d'avoir trouvé les bons traitements. Il y a de traitement pour des décisions politiques. En France, on n'a pas eu le droit d'utiliser l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, c'est tout un problème. L'artémisia annua est interdite. La quercétine, on ne peut pas l'utiliser. Et l'azithromycine, c'était la même chose. Voilà, tous les macrolides, on ne peut pas les utiliser. Et on a eu la même chose dans différentes pathologies, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le pouvoir politique interdit des traitements, et bien à ce moment-là, il y a une arme de légalisation, d'une accélération de mise sur le marché d'une vaccination qui n'aurait pas été possible s'il y avait eu l'autorisation d'utiliser d'autres traitements. Parce qu'effectivement, s'il y a d'autres traitements, on va utiliser les autres traitements avant d'avoir recours à une accélération de la mise sur le marché de la vaccination. Philippe, vous nous avez expliqué à quel point c'était important d'appartenir à un groupe. Et quand je vous entends dire que le gouvernement a interdit des traitements, bien pour moi, ce qui me saute aux yeux comme image, c'est justement cette coupure entre les gens. Donc d'une part, ceux qui se questionnent et qui disent mais pourquoi le gouvernement interdit les traitements, et d'autre part, ceux qui disent mais non, le gouvernement nous a préservé d'effets secondaires de traitements qui, d'une part, ne marchent pas et d'autre part, pourraient être nocifs. On voit bien la façon d'appréhender, de recevoir l'information dépend on va dire, de son positionnement. Et ce qui est intriguant, c'est qu'on se demande, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a une partie de la population qui pense qu'effectivement, il y a des choses qui ont été interdites pour une certaine stratégie, on va dire plutôt des gens qui pensent stratégie, long terme, qui émettent plusieurs hypothèses, et d'autres qui se contentent, sans comprendre et sans avoir intégré, qui se contentent justement de la version qu'on leur met dans le bec telle qu'elle. Comment vous expliquez cette différence? Je vais être un peu provocateur. Je me demande si effectivement les démocraties qui ont glissé vers les dictatures
qui s'exprime maintenant pleinement, c'est pas une sorte de syndrome de Stockholm. On finit par faire confiance et aller dans le sens du gouvernement parce qu'on a besoin d'être guidé. Vous voyez, c'est toute la projection qu'on peut faire sur un gouvernement qui est une projection paternaliste, un gouvernement protecteur. Et les gens ont décidé de déléguer leur vie au gouvernement et aux spécialistes que le gouvernement a mis en avant. Et puis, il y en a d'autres qui reprennent leur souveraineté. Ce sont des vrais questionnistes. On voit bien, par exemple, le Remdesivir qui ne marchait pas a été autorisé. Il a d'ailleurs, selon les études, entre autres menées par Didier Raoult, augmenté le taux de mutation des virus avec variants et sous-variants. Et on a interdit l'hydroxychloroquine qui était délivrée en pharmacie sans ordonnance et on avait un recul de plus de 70 ans sur le produit. Hein, qui avant, il y avait la chloroquine, puis il y a eu l'hydroxychloroquine. Donc, on voit bien un produit, s'il est dangereux, on ne l'obtient pas sans ordonnance. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est presque un consentement. Ou bien je fais confiance à mon gouvernement, ou bien je ne lui fais plus confiance. Et donc, je lui fais confiance parce qu'il est le gardien de mon pays et il défend ma nation, et donc les gens qui constituent sa nation, ou bien il a signé un autre pacte pour détruire l'État-nation, et à ce moment-là, je ne peux plus lui faire confiance. Et c'est là où, effectivement, des gens ont du mal à basculer parce que ça nécessiterait d'abandonner cet État-providence qui nous a été, comment dirais-je, diffusé à travers le collège, le lycée et puis partout. Hein, on nous a glissé ça dans la tête, comme quoi le gouvernement était là pour nous protéger. Oui, et ce qui est fou, c'est qu'on entend sur un plateau récemment une femme, Samia Hurst, qui fait partie de la task force en Suisse. Alors là, c'était incroyable. C'était justement toute l'histoire sur le passeport sanitaire, le vaccin, etc. Et on entend cette femme qui est censée être une experte, hein, on parle beaucoup d'experts maintenant, qui dit: «Alors, le vaccin, ne serait pas obligatoire, donc les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner, bon ben soit, mais il faudra peut-être revoir notre copie si les personnes qui se sont pas fait vacciner, dans un avenir relativement proche, tombent malades tout en même temps et saturent les hôpitaux». Et moi, quand j'entends ça, Philippe, je me dis: «Mais qu'est-ce qui est le plus grave? C'est de dire ça ou que quand on l'entende, ça percute pas?» Bah, dans les deux cas, c'est le fait de ne pas percuter quand on entend ça et le fait d'avoir quelqu'un qui a un tel discours. On sait, par exemple, en France, que ça fait des années qu'il y a un engorgement des hôpitaux. Donc, évidemment, le problème, c'est plus la gestion d'une crise qu'autre chose. Et puis, d'autre part, on a créé une peur absolument terrible. Si les gens réfléchissaient à la façon dont ils vivaient avant, est-ce qu'ils étaient terrorisés quand il y avait des grippes saisonnières? Non. Mais parce qu'à l'époque, les grippes saisonnières, pour la plupart des gens, on ignorait pour la plupart que c'était mortel. Quand même, ça peut faire entre 12 et 15 000 morts par an, voire 27 000, ce qui s'est passé en 2017. Et les gens n'avaient pas peur de la mort. Là, on leur met dans leur sac la mort en direct. Et puis, les non-vaccinés n'ont rien à proposer aux vaccinés. Mais il faudrait presque inverser le processus. On ne va pas rentrer dans la polémique, mais est-ce que les vaccinés peuvent contaminer les non-vaccinés? La réponse est oui. Ils émettent déjà 7 fois plus de particules. Et on voit bien que toutes les mesures qui ont été prises ne fonctionnent plus. La preuve, c'est que tous les confinements, etc., n'ont pas fait diminuer. Donc, au bout d'un moment, on voit bien que les gens vivent un monde sous hypnose, hein, c'est ce que c'était la proposition de départ, mais ils sont plus en recherche de rationalité, ils sont en recherche de sécurité. Et donc le discours d'un gouvernement qui leur propose de gérer la situation, c'est plus sécurisant. Et puis on s'aperçoit qu'en période de crise, les États totalitaires, c'est ce que disait Overlo, un sociologue, s'installent plus facilement. Parce que le monde totalitaire propose des solutions simples. C'est un monde réductionniste.
Et donc, dans les besoins des individus, il y a le besoin de stimulation, il y a le besoin d'attestation, il y a le besoin de structuration. Et les gens ont besoin de structuration et d'ordre. C'est pour ça, on voit bien que progressivement, on voit se profiler l'avènement d'une droite forte qui pourrait amener la France à un retour à l'ordre, un ordre martial. Et on voit bien tout le travail qui a été fait sur les tensions ethniques pour diviser les gens. Et si effectivement, à un moment donné en France, on avait l'avènement d'une extrême droite au pouvoir, eh ben, ça créerait des tensions ethniques. Et donc, l'ingénierie sociale, c'est l'art de diviser les gens entre eux, puisque finalement, la petite poignée d'individus sont bien unis, et nous, à la base, on est désunis. Alors, on voit bien, il y a les pro-vaccinations, les anti-vaccinations, les pro-confinement, les anti-confinement, les pro-passeports sanitaires, les anti-passeports sanitaires, les pro-passeports vaccinal et les anti-passeports vaccinal, les gens de gauche, les gens de droite. On a fait la guerre entre le masculin et le féminin, etc., etc. Et donc, on a fait en sorte que les gens soient dans des luttes intestines pour ne pas avoir une union qui emmène non seulement une force, mais une conscience. Oui. On ne parle pas beaucoup, en tout cas dans les discours de famille, à table, etc., de la fascination technologique. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur cette peur de la mort qu'on ne faisait pas hein, justement avec, que les gens n'avaient pas par rapport à la grippe ou à d'autres maladies qui sont extrêmement mortelles. Est-ce que justement, il n'y a pas un rapport très fort de fascination avec tout ce qui a trait aux écrans, en fait, hein? Ce qu'on voit aux écrans, sur les écrans eh bien ça nous impacte beaucoup plus que ce que pourrait nous dire, le 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 coco du village au coin de la rue parce qu'il y a cette, vous nous aviez parlé de cette expérience de 1000 grammes qu'on a pu, évoquer dans le cadre, d'une soumission à l'autorité médiatique. Ça avait été fait, allez voir les contenus précédents où il y avait des liens effectivement sur ces expériences qu'ils ont faites sur des plateaux télévisés. Parce que ça aussi Philippe, cette fascination, c'est comme si les gens est-ce que vous pensez que le cerveau humain peut avoir, des critères en fait? C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du plateau télévisé, ou flanqué dans un domaine qu'on estime, technologique, donc qui nous échappe, est forcément plus intelligent? Est-ce qu'il y a une on va dire quelque chose de physiologique dans le cerveau qui fonctionnerait comme ça? Bah oui, parce que déjà, la télé, vous avez des images et vous avez le son, enfin les paroles. Donc, par exemple, au début de la première pandémie, chaque jour, on mettait, d'ailleurs, ça arrive encore, le nombre de morts par jour. Donc ça a de l'impact. Vous voyez, c'est la mort qui tourne en permanence. C'est comme si on comptait le temps en termes de morts. On n'a pas des secondes, mais des morts qui passent. Il s'est écoulé 24 morts ou 100 morts ou 500 morts. Et puis, effectivement, il y a encore, sous l'effet de la télé, on est dans un état de conscience modifié. Hein, on voit bien, les enfants sont fascinés. Donc, c'est vrai qu'il y a un rapport particulier à la technologie qui fascine et qui aussi a plus de possibilités de passer dans notre inconscient. Vous voyez, quand vous regardez, quand ça avait été vu, par exemple, par les premiers théoriciens du cinéma, quand vous êtes dans une salle de cinéma noir avec des personnages qui arrivent sur un écran avec des tailles géantes, vous êtes comme dans un état proche du rêve. Et donc, ces stars, surtout avec le noir et blanc, avaient un impact fantastique. Hein, quand vous regardez les anciennes vedettes du muet, Greta Garbo, etc., et puis après tous les grands acteurs, cette fascination venait que c'est comme des dieux qui sont beaucoup plus grands, vous voyez, et le cinéma avait cet impact. Il faut savoir que toute dictature utilise les médias, et les médias ont été nécessaires pour organiser l'ingénierie sociale. Revenons au père de l'ingénierie sociale, Édouard Bernays, qui disait « La manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées est importante dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. » Donc, pour diriger de façon invisible ce pays, il fallait des médias qui diffusent leurs idées sans que eux n'apparaissent. Et là où effectivement l'ingénierie sociale a moins d'impact, c'est que le gouvernement invisible devient visible.
Et donc tout le problème est les journalistes, parce que effectivement, à un moment donné, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de prise de position, mais ils sont dans un narratif infernal, parce qu'ils sont obligés de nous donner un narratif qui n'est pas celui de la vérité. Donc, un monde sous hypnose, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire entre la réalité et le monde irréel que nous proposent les médias, on a l'impression que les gens préfèrent le monde irréel au monde réel. Et pourquoi ils préfèrent ce monde irréel au monde réel? Parce qu'ils ont décidé de suivre. Ce sont des suivistes, alors que les questionnistes se posent des questions. Vous voyez, il y a différentes façons de voir un film. Soit on le voit, puis on dit « oh, c'était bien », ou alors après la séance, on discute ensemble et on voit les idées qui sont diffusées dans le film. Ça, on n'a plus l'habitude de le faire. Et encore, en France, il y a des faux débats d'opinion, mais au Canada, il n'y a même plus de débats d'opinion. Ce qu'il faut, c'est des débats d'idées. Le journalisme est mort de sa belle mort et les décodeurs ont créé une nouvelle forme de journalisme. Et j'essaye avec cet ami de donner le contour, alors avec un terme un petit peu à la mode, le design journalistique, un nouveau design où effectivement on amène les gens à avoir cette éco-conscience. Sinon, on les amène à adhérer à un narratif. Et au bout d'un moment, c'est comme si vous étiez dans un rêve, vous voyez, vous n'avez pas envie de sortir de votre rêve. Parce que quand vous vous réveillez, c'est le cauchemar. Donc, vous préférez rêver. Donc, tout est bien, le gouvernement s'occupe de vous, les journalistes sont là pour vous donner les informations les plus fiables. Les complotistes, il faut les éliminer, hein, ce sont des déviants, il faut les discriminer, les déshumaniser, mais c'est bien, tout est bien, dormez, on s'occupe de tout. Oui, et puis alors, j'adore, ceux qui disent: «Oui, mais de toute façon, moi, il y a pas de risque parce que je regarde pas la télévision, sur les chaînes, traditionnelles. Moi, je regarde Netflix». Mais les amis, qui peut-être, l'ignoraient, Netflix a été cofondé par Mark, Randolph, qui n'était autre qu'un des neveux d'Edward Bernays, dont, Voilà, Philippe nous bien donc sûr. c'est Ce qui est très important d'avoir compris, c'est qu'Hollywood, c'est une arme de guerre. Parce qu'elle infiltre dans nos cerveaux ce que le gouvernement profond veut nous faire vivre. Et donc, c'est très habile parce que entre les films de fiction, de science-fiction qui nous ont dépeint le monde qu'on vit actuellement, il y avait des séries sur Netflix où il y avait des gens avec des masques, etc. Si vous regardez un certain nombre de films, il y a une confusion parce que si vous dites, c'est scénarisé par le gouvernement profond, les gens vont vous dire, mais non, c'est un film. Vous voyez, ils jouent vraiment sur cette frontière entre le rêve et la réalité. Et comme on dit la vérité dans l'imaginaire, ça désamorce la force de la vérité. C'est très habile. Et Hollywood et les États-Unis ont parfaitement compris parce que dès l'arrivée du cinéma, ils ont fait venir les grands cinéastes européens qui leur ont appris la grammaire cinématographique, même des Russes comme Eisenstein, qui était pourtant communiste. Il est venu à Hollywood pour donner son savoir-faire et après, ils ont pris ce savoir, ce qu'on appelle la grammaire cinématographique, et ils ont dépeint un pays imaginaire qui s'appelle l'Amérique. Et Franz Kafka, dans son roman America, rapport de classe, le montre très très bien. On a créé un pays imaginaire où c'était la méritocratie qui l'emportait. Il suffisait d'être courageux et de travailler pour réussir. La réponse, c'est non. Vous voyez, on a eu des tas de gens qui ont été des formidables ambassadeurs, Cary Grant, James Stewart, John Wayne, etc., qui ont dépeint une Amérique qui n'existait pas, sauf dans l'imaginaire du cinéma. Philippe, si on parlait un petit peu de solutions pour finir cette capsule, je pense que ça remonterait un peu le moral des troupes parce que Moi, je reste extrêmement, comment dirais-je, au risque de surprendre, voire de choquer. Je pense que pour la première fois, on voit l'envers du décor. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans un film, mais on ignorait que c'était un film. On commence à voir les scénaristes, le réalisateur, les acteurs, etc. Donc déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si on a l'impression que les choses avancent dans la direction du narratif, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à comprendre ce qui se passe. Donc il y a une montée de conscience et ça, on ne pourra pas l'empêcher. Ensuite, on est en train de comprendre comment fonctionne un cerveau. Vous voyez, j'aurais jamais pensé faire des émissions en expliquant comment fonctionne un cerveau. Ce genre de sujet aurait intéressé des gens qui font des études en neurosciences, mais pas le public de base. Or, le public de base
et ces émissions l'ont prouvé, se sont intéressés au cerveau, ont compris. Donc, ils ont commencé à relever leur estime d'eux-mêmes parce qu'en gros, c'est comme si on leur avait dit, vous n'êtes pas capable de comprendre, vous devez appliquer. C'est ce que nous dit le bon génie des Carpates, Jacques Attali, puisqu'il nous dit ce qu'il faut pour les peuples, c'est un vrai programme que l'élite va décider et que le peuple exécutera. Alors, en 1980, Henri Laborie avait participé au film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, et à la fin du film, il dit, tant qu'on n'aura pas largement diffusé à tous les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, comment ils l'utilisent et comment, jusqu'à présent, cela a toujours été utilisé pour dominer l'autre, il y a peu de chances que quoi que ce soit ne change. Mais là, on commence à voir comment on utilise son cerveau et les autocensures qu'on faisait sans le savoir, et comment on a utilisé notre cerveau pour être dominé. S'il n'y avait pas eu ce savoir-faire de l'ingénierie sociale, de la manipulation des opinions publiques, on n'en serait pas là. Et le même Édouard Vanès disait, celui qui comprend les mécanismes et la logique qui règlent le comportement d'un groupe peut contrôler les masses, les enregimenter selon son désir et à leur insu. Et c'est ça qui est en train de casser. Alors, on verra dans les autres émissions que le cerveau, c'est aussi fait pour agir. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en inhibition de l'action et on donnera des pistes pour agir. Et puis, la bataille, elle n'est pas simplement économique, elle est spirituelle. Et là, effectivement, le gouvernement profond ne pourra pas utiliser les sources sur lesquelles on va se brancher parce que c'est incompatible. Donc, on voit bien que la danger du gouvernement profond, de toute façon, le capitalisme, il s'est débarrassé de l'écologie, puisque l'écologie est née dans les années 60 dans les campus universitaires et c'est devenu de l'environnement et vous avez vu ce que les Verts sont devenus. Il s'est débarrassé des autres formes d'idéologie. Il n'y a qu'une chose qui peut être un danger pour lui, c'est la spiritualité. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut axer, c'est-à-dire amener les gens à utiliser l'arme spirituelle, les amener à devenir des guerriers de lumière. Et donc, on est en train de vivre une vraie libération, une délivrance. Le fait de voir les mécanismes, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est vraiment devenir adulte. Hein. J'ai l'impression que avant, on était des petits garçons dans la société, on nous parlait comme à des gamins, à s'adresser au public comme à un enfant en bas âge. Et là, on est en train de reprendre notre pouvoir. Alors, je voudrais, en cette période de crise, donner quelques conseils pour la route. Premièrement, n'attendez rien de personne. Personne ne vous doit rien, y compris l'État. Vos enfants vous doivent rien, votre mari ou votre femme ne vous doit rien. Le changement global est la principale force motrice de notre vie. Ça, c'est vraiment important à l'avoir assimilé. La sécurité totale et les garanties n'existent pas. Inutile d'en attendre. La vie, c'est fondamentalement un voyage, une aventure dans le temps. Nous sommes tous sur un bateau, dans un bateau sur une rivière, voguant sur les flots clairs des paysages familiers d'hier et allant vers les profondeurs inconnues de demain. Donc, il faut accepter cette part d'inconnu. Ensuite, il faut savoir se recycler avec beaucoup de débuts et beaucoup de fins. La vie, c'est une succession de cycles. C'est ce qu'on avait vu avec les saisons d'Hudson. On est dans un cycle où déjà des gens sont en hiver, mais c'est normal. D'autres sont au printemps, d'autres sont déjà en été, puis il y en a d'autres qui sont en train de basculer dans l'automne. Alors, Philippe fait référence à la vallée des larmes. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo, les amis. Hein. Alors, les deux choses requises pour entreprendre ce voyage, c'est un corps sain. Donc, faites attention le plus possible à votre corps. Hein. Ne vous faites pas vacciner n'importe comment et selon n'importe quel critère. Et un plan financier, on est tous devant une interrogation sur ce plan financier. Les deux choses requises pour traverser à travers notre vie avec ces changements perpétuels, c'est vraiment suivre vos valeurs et votre vision de l'avenir. C'est ça qui va être vraiment important. Votre intuition, retrouvez votre intuition. On peut dire aussi que les meilleures potentialités arrivent quand on ose. Moi, dans la vie, il y a des moments où j'ai osé et les choses se sont ouvertes à moi. Donc, le saut dans l'inconnu est souvent associé à une réussite. Il faut simplement oser.
Comment guider ce voyage actuel? Eh ben, il faut accompagner, il faut être dynamique pendant le mouvement, ne relâchez jamais. Et puis, nous sommes tous logés à la même, à la même enseigne ici sur Terre. Et puis, sachez grandir plus et davantage. C'est ça qu'il faut vraiment mettre dans notre vie pour devenir des guerriers de lumière. Et quand je reste optimiste, Eric Emmanuel Schmitt disait je suis optimiste parce que je trouve le monde féroce, indifférent. Je suis optimiste parce que j'estime la vie trop courte, limitée, douloureuse. Je suis optimiste parce que j'ai accompli le deuil de la connaissance et que je ne sais jamais, et je sais maintenant que je ne saurai jamais. Je suis optimiste parce que je sais que tout équilibre est fragile et transitoire. Je suis optimiste parce que je ne crois pas au progrès, ou plus exactement à un progrès automatique, nécessaire, inéluctable, sans moi, sans nous, sans notre volonté et notre sueur. Je suis optimiste parce que je crains le pire et je ferai tout pour l'éviter. Je suis optimiste parce que c'est la seule position intelligente que l'absurde m'inspire. Je suis optimiste parce que c'est l'unique action cohérente que le désespoir me souffle. Et puis je suis optimiste parce que c'est un pari avantageux quand on réfléchit. Si le destin révèle que j'ai eu raison d'avoir confiance, j'aurais tout gagné. Si le destin révèle que mon erreur, mais je n'aurais rien perdu parce que j'aurais mené une meilleure vie, plus utile et généreuse. On ne peut pas mieux dire. Donc, je suis possibiliste. Je pense que tout est possible, même l'impossible. Et je refuse d'être positif ou négatif. Je pense que tout est à l'état potentiel, à nous de savoir oser et d'actualiser les potentialités qui vont vraiment solder notre libération. Alors, souvent, les personnes, Philippe, qui nous écoutent, commentent ou nous envoient des messages en nous disant: «Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire?» Et c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'on oublie trop souvent qu'on peut être déjà avant de faire. Déjà, rien que être, ça n'a pas été, suffisamment rabâché dans nos sociétés, pour qu'on se rende compte que juste en étant, déjà bien et serein et se positionner et être à sa place, hein, je ne vais pas parler de ça pendant trop longtemps aujourd'hui, c'est pas maintenant le moment, mais vous avez une expérience, j'aimerais que vous nous en parliez, que vous faites à Ibiza. Alors qu'est-ce qui se passe, avec Ibiza? Eh ben, tout simplement, j'ai un ami psychologue clinicien qui s'appelle, il a un joli nom, Steve Nietepeko Paradis. C'est son vrai nom, hein, c'est pas un nom d'artiste. Il décide il y a 5 ans de s'installer sur l'île d'Ibiza et il y avait, quand il est arrivé, 144 000 habitants. Il était le 141e habitant. Donc il arrive sur l'île d'Ibiza et il s'aperçoit qu'il était l'habitant supplémentaire par rapport aux 144 000 habitants. 144 000, on trouve ça dans la Bible, on reviendra là-dessus, puisque dans l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit qu'à un moment donné, à la fin du cycle, qui se termine bien, je rappelle, il y a 12 patriarches, chacun étant responsable de 12 000 personnes. Et donc, il retient dans sa tête qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est pas encore très précis. Puis en parlant avec moi, on dit bah tiens, on va regarder si effectivement on est condamné à la masse critique ou à l'information critique. C'est pas la même chose. La masse critique, c'est une notion qui vient de la physique nucléaire. C'est la quantité d'uranium fissible capable de déclencher une réaction en chaîne, mais contrôlable. Donc évidemment, si on n'a pas assez, pas de réaction en chaîne. Si on a trop, bah, la réaction n'est pas contrôlable. Mais l'information critique, c'est autre chose. Elle est beaucoup moins quantitative. Alors, on regarde l'île d'Ibiza. Alors, l'île d'Ibiza a toujours eu un statut particulier. Sous Franco, c'est une île où on a expérimenté la drogue. C'est pas l'île de la perdition, comme on nous l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, sont de l'autre côté de la vallée des larmes. Ils n'attendent plus du gouvernement quoi que ce soit. Alors, c'est pas toute la population, mais ils ont pris leur destin en main. Et donc, on a regardé le travail de deux politologues américaines, Erika Chenoweth et Marianne J. Stephan. Alors, Erika Chenoweth est politologue à l'université d'Harvard et Marianne J. Stephan a été ex-directrice de l'action non violente de l'Institut américain de la paix. Et alors, ces deux politologues distingués
ont regardé entre 1900 et 2003 323 conflits sur plus d'un siècle. Elles ont essayé de voir les rapports communs qu'il y avait par rapport aux conflits qui avaient débouché soit sur une révolution, soit sur un renversement de régime, soit une modification de régime. Alors, il y a 2 points essentiels. C'est le premier, le mouvement doit être non violent. Donc, il y a 2 fois plus de chances qu'un mouvement non violent réussisse. Et ça draine avec lui, d'ailleurs, 4 fois plus de gens. Et puis, il faut au moins 3,5% de la population. Alors, l'île d'Ibiza, c'est actuellement un peu plus de 150 000 personnes. Si on part sur 150 000 personnes, ça fait 5 700 personnes. Donc, ce qu'on fait, alors on reviendra là-dessus, on fait une méditation, parce que moi, mon travail de physicien a consisté à changer notre modélisation du temps. Donc, le présent, c'est quelque chose qui coule à vitesse régulière, sans qu'on sache trop qu'est-ce qui coule. Mais on peut très bien envisager des groupes de temps qui s'écouleraient plus lentement et des groupes de temps qui s'écouleraient plus rapidement, au moins conceptuellement. Et ces groupes de temps qui s'écoulent plus lentement, on va les appeler passé potentiel, et les groupes de temps qui s'écoulent plus rapidement, on va les appeler futur potentiel. Ce qui fait que le présent n'est que l'actualisation d'une potentialité passée ou future. Donc, la conséquence de cette autre modélisation du temps, c'est que nous avons tous une autre partie de nous-mêmes que j'appelle le double. C'est-à-dire qu'on vit simultanément au présent, qui est régi par un écoulement temporel, mais également, il y a une autre partie de nous-mêmes qui vit dans un temps qui s'écoule plus lentement. Cette autre partie n'est pas incarnée. C'est comme si on était à la fois un sage par rapport à cette autre partie qui représente la sagesse, et nous, on est l'adolescent. Donc, ce double est capable d'aller chercher les meilleures potentialités dans le passé et dans le futur, et à nous de les actualiser. Donc, on propose tous les jours à 21h21, pendant 5 minutes, de contacter son double, de façon à résoudre ses problèmes personnels, également d'aller chercher les meilleures potentialités pour ce monde nouveau dans lequel on aurait plaisir à vivre. Donc, c'est ce que j'appelle l'égoïsme altruiste, c'est-à-dire on doit solutionner nos problèmes, et en même temps, on contacte le plaisir qui sera le nôtre de vivre dans un monde qui n'est pas celui de M. Klaus Schwab, le grand reset, mais le grand réveil. Et donc, j'ai demandé à des gens de voir les valeurs qu'ils voudraient voir triompher dans ce monde. Alors, on trouve beaucoup de valeurs communes, le partage des connaissances. Il y en a qui parlent de bienveillance, d'amour. Il y en a qui parlent d'indépendance, etc. En tous les cas, il faut contacter des énergies hautes. La joie, si c'est possible, encore plus l'amour, même si on ne sait pas trop, nous, êtres humains, ce que c'est l'amour. Il n'y a que les gens qui ont fait des NDE qui ont vraiment une idée de ce que c'est vraiment l'amour. En tous les cas, il faut éviter tout ce qui est peur, colère, angoisse, stress, tristesse, etc. Il faut être dans la joie ou l'amour, en tous les cas, des énergies hautes. Et pendant 5 minutes, avec ces énergies hautes, eh bien, on amène notre double à trouver la meilleure des potentialités. Et donc, le cerveau, on l'avait vu lors de la deuxième émission, est surtout quelque chose qui est fait pour agir. Là, on est en inhibition de l'action, on agit. On agit par le biais de notre double. On peut appeler ça une action par la non-action. En tous les cas, il y a une action potentielle. Donc, on inverse le processus. Ce n'est pas le présent qui fait le futur, mais le futur qui fait le présent. Et le futur est multiple. Et on verra ça aussi bien la physique quantique que d'autres chercheurs déviants, selon le narratif consensuel, mais qui ont travaillé sur le temps, arrivent à cette conclusion que le futur est l'antichambre du présent. Donc, ça change beaucoup de choses. Donc, on se doit d'être dans le cisèlement de nos pensées, d'être dans la maîtrise de nos émotions. Et avoir une émotion haute, c'est être un guerrier de lumière, c'est mettre en avant le maximum de communication avec notre double. Et Combien donc, de personnes font ça? 7 000 personnes actuellement. Combien? Plus de 7 000 personnes. Ah oui, ça fait quand même du monde. Tous les jours à 21h21. Tous les jours à 21h21, du lundi au dimanche. Alors comment comment ça se passe concrètement pour les personnes qui veulent le faire? Est-ce qu'elles doivent On demande rejoindre un lien?
voilà, de s'inscrire, vous trouverez expérience d'Ibiza riseup.org et vous pourrez vous inscrire, comme ça on peut voir chaque jour le nombre de gens augmenter. Et le but, c'est de former un cluster, je reviendrai là-dessus. C'est pas les clusters de contamination, mais si vous mettez une casserole sur l'eau, vous allez voir l'eau s'agiter, il y a des petites bulles qui vont apparaître, puis les petites bulles vont devenir des plus grosses bulles, puis les plus grosses bulles vont devenir encore plus grosses, et à un moment donné, il y aura une transition de phase, une vaporisation. L'eau va passer à l'état de vapeur. Donc, il apparaît au départ des bulles de petite taille, qui va entraîner l'apparition de bulles de plus grosse taille, mais le temps nécessaire est accéléré par rapport au temps nécessaire pour que les petites bulles apparaissent. Et plus le processus progresse et plus les bulles augmentent leur taille, plus on a un phénomène accéléré. Et ce processus, on l'appelle coopérativité. Si on fait l'inverse, on refroidit l'eau à 0 degré, on aura des centres de nucléation, c'est-à-dire il y aura des petits domaines de glace dans une majorité de liquides, comme il y avait au départ, dans l'exemple précédent, une minorité de gaz dans une majorité de liquides. Et c'est la même chose, on respire, et donc on vit, parce que nous avons dans nos globules rouges une protéine qui s'appelle l'hémoglobine, et qui est capable de fixer 4 molécules d'oxygène. Donc, quand une molécule d'oxygène se fixe sur un site, ça accélère la fixation de la deuxième. Les deux fixés accélèrent encore plus la fixation de la troisième. Et enfin, les trois fixés accélèrent la fixation de la quatrième. Donc, ce processus qu'on retrouve dans la physique comme dans le vivant, ça s'appelle la coopérativité. Donc, notre objectif, il est atteint, mais on voudrait maintenant que d'autres clusters émergent, on ne sait où, et le temps nécessaire pour que ces clusters émergent va être raccourci par rapport au temps qui nous a été nécessaire pour faire ce premier cluster. Et on espère que plein de clusters vont évoluer. Et donc, en physique, quand il y a ce qu'on appelle une transition de phase, on passe d'un état à l'autre, il y a ces phénomènes de clusters. Et on retrouve cette coopérativité. Et la coopérativité, d'ailleurs, est à la base de la pensée complexe d'Edgar Morin. Alors, les amis, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo, il y aura plein de choses à trouver. Les conférences de Philippe Bobola, ne pas manquer, la vallée des larmes, la vidéo sur l'ingénierie sociale que Pascal avait faite, et puis le lien pour Ibiza, pour vous connecter, enfin en tout cas pour voir comment ça fonctionne. Et puis, bon, Philippe, on arrive à la fin de cette dernière capsule. On a fait 11 heures de contenu vraiment intense et vraiment merci pour tous ces beaux moments. Et puis, on va se retrouver dans un nouveau décor pour la suite où on va La suite, ça parler. sera l'action spirituelle, ça sera comprendre cette révolution 4.0, c'est-à-dire mettre les gens. Je crois aussi que les gens, pourquoi parler de. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi parler de la révolution 4.0? C'est pour contacter notre vitalité. Vous voyez, le fait de se prolonger dans le grand reset ou le grand réveil, on contacte notre vitalité. Voilà. Et effectivement, se voiler la face, faire la politique de l'autruche, dire c'est pas encore fait, c'est des groupes de pensée. Non, on voit bien, le gouvernement profond a passé son temps à anticiper le monde qui les maintenait au sommet de la pyramide, même si la pyramide est détachée du reste du bloc pyramidal. Ils ont passé leur temps à nous dérouler un tapis d'anticipation. Donc, à nous d'utiliser la même arme et de voir que tout ce qui nous est proposé, si on fait une projection dans le temps, on voit les conséquences. Regardez le passeport sanitaire. Si vous faites une projection, vous voyez bien que ça va créer un apartheid. Oui, et surtout, c'est vrai que ce que beaucoup de personnes oublient souvent, c'est la contagiosité de la bonne humeur. Et ça ne s'attrape pas à coup d'acharnement en famille pour essayer de faire comprendre à l'autre, parce que souvent, Non. on assiste à des déchirements familiaux ou même au sein des amis. Occupez-vous de votre énergie, les amis. Occupez-vous de vos méditations, comme dit Philippe. Si vous voulez rejoindre le Rise Up à Ibiza, en tout cas, je trouve le concept super. Et en montrant l'exemple, parce que vous allez vous-même fleurir et éclore, eh bien, il y a cette coopération dont vous parlez. En tout cas, c'est vrai que c'est
c'est un phénomène que j'aime beaucoup évoquer avec vous parce que votre casquette de physicien quantique, nous apporte, des vues sur, la relation au temps absolument nouvelles, pour nous qui avons été habitués à appréhender le temps de façon, purement et ennuyeusement linéaire. C'est fou ce qu'on se sent banal en disant: «Oui, il y a le passé, le présent, le futur». Et puis, on a tout un beau programme parce que le transhumanisme aussi fait partie des thèmes que vous Le aimez transhumanisme, le temps, évoquer. essayer de voir une nouvelle forme de physique et effectivement, c'est aussi de concevoir, vous voyez, quand on regarde, le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est plutôt, basé sur la physique classique. Mais on Oui, peut très bien envisager un monde basé sur une autre physique qui est la physique quantique. tout Et à fait. voilà, et à partir de là, bah, vous changez le rapport au monde, vous voyez. Regardez comme on nous a donné des lunettes analytiques. Notre monde nous a déformés au morcellement, à l'analyse, au détail, à la classification, à la territorialisation, au morcellement. Euh, si vous aviez une vision beaucoup plus unifiée, vous auriez un autre rapport au monde. Vous voyez, c'est un pari, puisqu'on Oui. oublie que Descartes nous dit découper le problème en autant de parties qu'il se peut pour le mieux comprendre, mais ensuite, les parties, il faut les réunir. Donc, on prend le pari soit de voir l'objet dans sa totalité, soit on voit l'objet dans ses constituants élémentaires. Or, c'est déjà une forme de distanciation. Donc, si vous voulez, le fil conducteur philosophique du monde du gouvernement profond, c'est un fil conducteur de distanciation, d'analyse, et non pas une globalité. La seule globalité qu'il nous propose, c'est d'avoir un pouvoir global sur l'ensemble des citoyens, ce qui sera une fausse globalité, puisque la pyramide sera toujours au centre de cette globalité. Donc, je trouve que pour beaucoup de gens, ça leur permet de plonger dans des tas de domaines qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aborder, la politique, la sociologie, l'ingénierie sociale. On est en train de tout démonter et de voir finalement qu'on était dans un mensonge. Il y a un film que j'aime beaucoup de Peter Weir qui s'appelle Le Truman Show. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Oui. Emma. Voilà, où un acteur, Jim Carrey, Ah sans oui. le savoir, depuis plus de 25 ans, est dans une série de télévision et ses parents sont des faux parents, les villageois sont des acteurs et à un moment donné, il découvre qu'il est un personnage de fiction et jusqu'à la fin où il s'aperçoit que la mère est un faux, est simplement un décor et que c'est une fausse mère. C'est un peu ça qu'on vit, c'est-à-dire le Truman Show. C'est ça. C'est-à-dire, Oui, oui. Quand vous en parliez tout à l'heure, de ça, hein, qu'il y a les caméras derrière, tout le décor qui est planté, ça m'a fait penser à ce film-là. Regardez-le si vous l'avez pas encore vu, mais c'est tellement, c'est un excellent film ouais, ouais. d'un réalisateur australien, Peter Weir, qui a fait aussi Le Cercle des poètes disparus, enfin, qui avait eu beaucoup de succès. Magnifique. Mais c'est la métaphore de ce que nous vivons. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez bien, Hollywood a glissé dans ses films ce qu'il voulait nous faire vivre. C'est ce qu'on appelle des prophéties autoréalisées. La force de ces films, c'est qu'on est pris par l'émotion et à ce moment-là, on va aller chercher le futur qui correspond au gouvernement profond. Donc, Hollywood est une arme de guerre. D'ailleurs, vous avez vu, quand à un moment donné, vous n'êtes pas dans le narratif, ce qui a été le cas de Donald Trump, il a jamais eu une bonne relation avec Hollywood. La première chose que fait un président quand il est élu, c'est d'aller voir Hollywood, parce que s'il a Hollywood sur le dos, il est foutu. Et Trump a été élu, et on voit bien pourquoi il dérangeait le gouvernement profond et Hollywood, et à ce moment-là, ça s'est absolument mal passé. Donc Hollywood, c'est vraiment une entreprise, une machine de guerre pour prendre nos âmes et nos esprits d'assaut. Faut le Oui, voir comme et vraiment, les amis, si vous n'avez pas écouté la conférence de Philippe du 15 octobre 2020, qui est parue sur la chaîne de Nexus, je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo parce que Philippe en parle de ce casting à l'américaine quand on parle de président. Je rappelle que pour les personnes qui ne le savent pas, en 2022, vous aurez des élections présidentielles en France. Ça va être un grand show. Et puis vous, maintenant, les amis qui êtes devenus des experts en ingénierie sociale, eh bien, vous pourrez observer avec de nouvelles lunettes tous ces phénomènes de manipulation, de divertissement, comment on va amener les choses. Bon, on ne parlera pas évidemment de fraude électorale et de toutes ces machines, hein, parce que ça, on en parlera peut-être quand on arrivera sur les technologies, etc. avec Philippe. On va s'arrêter là parce voilà. que, en fait, on a des émissions qui sont tellement longues
que je n'arrive pas à les mettre sur tous les canaux. Sur Instagram, c'est coupé à 60 minutes et puis les gens râlent parce qu'ils comprennent pas. Oui. Bah, on arrête. Si les gens veulent aussi, la conférence, vous la trouvez aussi sur mon site unitédusavoir.com. Oui. Vous retrouvez voilà, ces vidéos. Bon, bah écoutez, Oui. je crois comme on dit dans les anciennes émissions politiques, le temps qui nous est imparti est maintenant révolu. Voilà, on va mettre les sabliers. Bon, je sais que pour Philippe, le temps est une notion complexe, hein, mais quoi qu'il en soit, moi, je vois le compteur tourner. Et en tout cas, les amis, rejoignez Philippe. Vous avez tous les liens pour le retrouver aussi dans les descriptions de cette vidéo. Et pour revoir les anciens épisodes, eh bien, il faut aller sur emmancreuzy.com. Vous avez tout qui est bien expliqué. Il suffit de cliquer en bas dans le descriptif et puis voilà, vous suivez les panneaux, hein, les flèches qui vous indiquent là où il faut cliquer selon le chemin que vous souhaitez prendre. Bon, alors Philippe, on se retrouve très vite pour Voilà, la dans tous suite les des cas, aventures. bon, on continue les aventures. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces émissions avec vous. J'ai aussi des messages, des fois j'ai pu répondre parce que je suis tellement pris, des fois pas, donc que les gens n'en veulent pas. J'ai bien pris connaissance des messages. Alors je vais simplement finir pour un ami. On avait fait un pari, je devais prononcer le mot choucroute, et donc je le prononce, puisqu'on a l'impression que des fois quand Macron ou Castex parlent, on se demande quel est le rapport avec la choucroute. Ça y est, c'est fait, j'en ai parlé. Voilà. Bon, j'espère que vous avez gagné quelque chose de chouette en tout cas. Alors, les amis, partagez cette vidéo comme d'habitude. On vous remercie pour votre présence et on se réjouit de vous retrouver avec de nouveaux contenus, plein de concepts terrifiants et en même temps vitalisants, comme dirait Philippe. À bientôt, Philippe. À Merci. bientôt, Emma.